Bonjour à tous et bienvenue. Utile d'apprendre à parler. L'histoire de Démosthène, dans l'art oratoire, qui a suivi les leçons de l'acteur Satyros, sur les conseils de celui-ci, qui a entrepris une lutte acharnée contre ses défauts, s'emplissant la bouche de cailloux, s'entraînant à dominer par sa voix, s'enfermant des mois dans une cave, un côté de la tête rasée, pour se défendre lui-même contre ses désirs de promenade et contre les distractions qui l'empêcheraient de travailler sa voix. Et si je vous raconte cette histoire de Démosthène en introduction, c'est pour me ranger derrière l'opinion de ce célèbre orateur athénien qui était d'avis que l'on peut apprendre à parler. Il ne faut pas croire que les Grecs aient traité à la légère toutes ces questions. Ils ont été beaucoup plus loin que nous, même scientifiquement d'ailleurs, en tout ce qui concerne le théâtre, la parole, la musique et plein d'autres choses. Un simple exemple. Ils utilisaient non moins de 1600 caractères pour l'écriture musicale. Et je pense qu'il y a peut-être pu avoir des méthodes de ce type pour éduquer la parole dans ces fameuses écoles des rhéteurs où les philosophes et les rhétoriciens ont conquis le monde de cette époque où on n'apprenait pas seulement à penser, mais à exprimer sa pensée. Les Grecs avaient certainement des grammaires de diction et de maintien, puisqu'ils disaient faire un solstisme avec le bras. Un solstisme, c'est une erreur de langage qui enfreint les règles de la syntaxe. Oui, chers téléspectateurs, nous étions 1000 fois plus exigeants pour l'orateur antique que pour l'orateur moderne. N'est-ce pas encore à Démosthène qui se fit huer par les Athéniens parce qu'il avait déplacé l'accent d'un mot. Et il est certain qu'un code sévère avait existé en Grèce. Mais il ne nous reste pas grand-chose de ces méthodes. Il reste un traité de Glaucos sur le geste et quelques mots d'Aristote à la fin de son livre La politique. Il faut aussi savoir que les jeunes Romains allaient en Grèce pour apprendre à bien parler. Que quelques orateurs, comme Crassus par exemple, plaçaient derrière lui un esclave flûtiste, sorte de diapason humain qui était chargé de lui donner le bon ton quand la passion l'avait écarté de ce bon ton. Vous avez également certainement remarqué l'amitié ou la proximité qu'ont eu pour les comédiens les hommes obligés de parler ou de paraître en public. Démosthène, par exemple, fut très lié à Satyros, le comédien, Cicéron avec Roscius, et Napoléon avec Talma, et tout près de nous, combien d'autres aussi. Peut-être faut-il chercher dans l'élégance ou la correction de la tenue qu'avait Louis XIV, peut-être une raison chez lui d'une prédilection pour les comédiens si mal considérés à l'époque puisqu'ils étaient mis au banc de la société. À vos enfants pourrait-on dire, faites-leur faire de la danse pour l'élégance et du théâtre ou de la lecture à voix haute pour l'éloquence. J'ai encore à vous citer les excellents conseils donnés aux acteurs. Le passage par exemple du dialogue dans l'impromptu de Versailles. Enfin, les indications de phonétique de M. Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme. Et tout ça pour vous dire que les gens les plus compétents dans tous les temps et tous les pays ont toujours été préoccupés par la question qui nous intéresse ici, l'art de bien parler, et leurs opinions viennent confirmer cette idée qu'il faut savoir parler et par conséquent s'y exercer. Sur l'art d'apprendre à parler, on pourrait cependant nous faire cette objection. Apprendre la diction, parler à un futur acteur, très bien, il exprime la pensée d'un autre, mais c'est si simple de parler quand on exprime sa pensée à soi. Voyons donc cette objection. Vous êtes trop avisé pour ne pas comprendre qu'un avocat, par exemple, ne peut pas du jour au lendemain se présenter à la barre, qu'un homme politique aura dû se mettre de nombreuses fois et s'entraîner de nombreuses fois avant d'aborder la tribune politique, qu'un orateur, un conférencier, un professeur, un prédicateur éprouvera d'amers déboires si, se fiant à ses heureuses dispositions, il aborde sans préparation les difficultés que l'on trouve à parler devant un public nombreux, par exemple. Et je pense que la difficulté égale à être l'interprète d'autrui ou à être son propre interprète. Beaucoup
font comme ce député par exemple qui a passé toute sa journée à s'exercer devant une glace pour avoir de l'éloquence, à déclamer devant cette grande glace placée en face d'une petite tribune qu'il avait fait faire. Vous pourriez aussi me dire que vous ne vous destinez pas à la parole publique, mais vous êtes bien hardi d'affirmer cette chose. La vie vous montrera en effet vite que les nécessités de toutes sortes nous font dévier le plus souvent de la voie pour laquelle nous avons plus de préférence ou le plus de disposition ou d'aptitude, et qu'on ne fait pratiquement jamais ce que l'on voudrait faire. Si ce n'est pas seulement votre état ou votre profession qui vous obligerait à parler, vous ferez partie, ou vous faites déjà partie, par exemple, d'un club, d'une société, d'une association, d'un syndicat, que sais-je. Et voici les réunions, les rapports, les prises de parole, les communications, les discussions, les débats et les banquets, etc., etc., etc. Ou bien alors, vous aurez à accompagner un ami intime dans sa dernière demeure, où vous aurez à prononcer un discours lors du mariage d'un couple d'amis, ou enfin, c'est en maintes et maintes occasions que les conventions sociales nous imposent à tous la prise de parole. Je suis convaincu qu'au moins une dizaine de fois par an, au moins en moyenne, on vous demande entre la poire et le café ces questions qui vous mettent dans la gêne, cher monsieur ou chère madame. Vous qui vivez continuellement dans le commerce des grandes littératures, de la grande littérature, dites-nous quelque chose à propos de ces lectures. Vous avez bien quelques mémoires de bons fragments de nos meilleurs poètes ou meilleurs prosateurs, qui sait. Peut-être d'excellentes séries d'alexandrins rimées par votre plume, mais par manque d'exercice, manque d'habitude, ou faute de confiance en vous, en vos propres ailes, vous vous faites prier longtemps, ou bien vous présentez votre morceau dans de déplorables et piteuses conditions. Il ne s'agit évidemment pas de vous apprendre à tenir un rôle dans une comédie de salon, mais vous sentez qu'il y a, dans le cas que je vous cite, une lacune à combler, à travailler. Et vous savez aussi, de nos jours, qu'à l'heure des écrans, des smartphones et des tablettes en tout genre, l'art de la conversation, si cher à une certaine France du XVIIe siècle, se perd aujourd'hui. Et surtout, vous savez que c'est par de tels détails, bien souvent, à tort je conviens, que on juge la formation de votre esprit et de votre valeur intellectuelle, de votre culture, que sais-je, mais abordons des conceptions maintenant plus utiles. Vous savez tous ce qu'est la sympathie. Vous en ressentez et vous en inspirez, j'en suis sûr. Bien souvent, on ne sait pas à quoi attribuer cette sympathie. Certains vont même jusqu'à dire qu'il tient à des causes mystérieuses, sans combattre ni approuver ces théories. Je soutiens cependant que dans la majorité des cas, elle tient par causes physiques telles que la physionomie, l'allure, le maintien, et surtout à ce qu'on dit et la façon dont on le dit. 99 fois sur 100, un causeur distingué est sympathique. Or, quand on sent autour de soi une atmosphère de sympathie, on prend confiance, et vous ne pouvez vous imaginer jusqu'où conduit la confiance en soi. De là naît l'audace, à qui sourit en général fortune. Je ne veux pas m'engager ici dans des développements sur la sympathie, l'audace ou la confiance en soi, mais vous voyez tout de suite dans mon propos de quelle importance elles sont. Par exemple, pour les examens oraux, on voit souvent échouer d'excellents élèves, faute d'aplomb ou d'entraînement, alors que de moins bons élèves, mais à la langue bien pendue, s'en sortent à peu près mieux parfois. Pour résumer, la sympathie que fait éprouver un langage distingué conduit irrémédiablement au succès, et à tous les succès. Et enfin, par amour-propre, ne doit-on pas soutenir à bien parler? Par amour-propre, personnel tout simplement. On rougirait, par exemple, jusqu'au bout des ongles, de commettre une faute d'orthographe à l'écrit, alors que on accumule dans un discours ou dans une prise de parole quelconque des centaines et des centaines de fautes de langage, sans ressentir
ni exciter dans son auditoire la moindre gêne. Tant ces délits sont choses communes aujourd'hui. On ne fait plus trop attention. Le langage fait, pour ainsi dire, fait partie de la mise et du maintien d'une personne. À tort, bien souvent, on juge les gens sur leur mise et sur leur mine. De même, on les juge sur la façon dont ils parlent. Pour ne citer que cet exemple, combien de fois n'avons-nous pas rencontré de jeunes gens sont fait refouler après un entretien d'embauche, par exemple, uniquement sur leur manière et leur mise ou leur manière de s'exprimer à l'oral. L'amour-propre nous pousse à nous habiller, par exemple, correctement lorsque nous nous présentons à un entretien d'embauche. Alors, essayons de parler correctement. Du reste, c'est bien aussi pour se plaire à soi-même que l'on soigne sa mise. Alors, ne croyez-vous pas que ce soit un plaisir personnel bien permis que d'être satisfait de son orthographe comme de son langage? En France, nous sommes toujours très sensibles à l'amour-propre, et notamment à l'amour-propre national, comme dans tous les pays latins du reste. Et nous aimons passionnément tout ce qui est français. Alors pourquoi dès lors ne pas cultiver avec soin, mais un soin jaloux, cette langue qui est pour ainsi dire la concrétisation de la France et le principal véhicule de son prestige dans le monde? Le caractère distinctif de cette langue française est sa netteté. C'est si vrai que, pendant fort longtemps, le français fut de rigueur pour tous les actes diplomatiques et que de nos jours encore, c'est le langage préféré des cours et des chancelleries. Or, cette netteté du langage de la langue française tient à la correction. Et nous qui avons en main un outil merveilleux, capable de saisir les nuances les plus subtiles des idées, d'envelopper la clarté nos pensées les plus profondes, nous nous laisserions aller à prendre cet outil, à l'ébrécher, à en bosseler les fines arêtes. Ne commettons pas ce crime par amour-propre national. Je crois maintenant en avoir assez dit sur les avantages et la nécessité qu'il y avait à bien parler. Nous aborderons donc lors de la prochaine vidéo la question suivante. Comment parle-t-on? Et nous évoquerons aussi la question essentielle de la respiration, c'est-à-dire comment bien respirer pour bien parler et comment bien respirer pour bien lire à voix haute. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Au revoir.